Alors, on va maintenant écouter Sébastien Richard, qui va nous présenter un exposé intitulé Principes logiques et principes ontologico-formels. Sébastien Richard est docteur de l'Université libre de Bruxelles. Il est actuellement chargé de cours à l'Université de Liège. Il est spécialiste de la tradition analytique et notamment de la tradition austro-polono-allemande. Il a publié plusieurs ouvrages, mais notamment le suivant, De la forme à l'être, sur la genèse philosophique du projet husserlien, ontologie formelle, paru chez Ithac en 2014. J'aimerais tout d'abord remercier le professeur Tercelin, Alexandre Declos et Jean-Baptiste Guillon, que je n'ai pas encore vu ce matin, pour m'avoir invité à participer à ce colloque. C'est très gentil de leur part. Désolé pour ce petit retard technique. Parfois je regrette le temps où on était juste avec une feuille de papier. Au moins ça ne crée pas ce genre de délai. Et non, personne ne va sortir de la trappe qui vient de s'ouvrir. Et il n'y a pas de surprise, ce n'est pas pour ça que nous vous avons fait attendre. Alors, petite correction, je n'enseigne pas à l'Université de Liège. J'ai enseigné à l'Université de Liège, je donne un cours à l'Université libre de Bruxelles. Voilà. D'accord. Et désolé de ne pas avoir pu être là hier, j'avais des obligations d'enseignement, je n'ai pu me libérer qu'aujourd'hui. Alors, donc ma conférence s'intitule Principes logiques et principes ontologico-formels. Il y a 1 an et demi, il y a eu un colloque organisé ici au Collège de France sous la méréologie, et j'avais présenté quelque chose de similaire sur les rapports entre ce qu'on appelle l'ontologie formelle et les modes d'être. Cette conférence sera un peu plus légère, mais liée. Il y a certaines choses qui seront répétées. Je vais examiner un point plus particulier concernant la relation entre mode d'être et principes ontologico-formels, et comme le titre l'indique, en relation avec les principes logiques. Alors, la conférence d'il y a 1 an et demi, je pense, était une grosse thèse, il y avait beaucoup de choses. Si je vais faire quelque chose de plus léger, me concentrer sur un aspect plus particulier. Alors, précisons un tout petit peu le vocabulaire. Qu'est-ce qu'on appelle ontologie formelle? C'est une théorie qu'on pourrait dire métaphysique, inventée par Husserl au début du XXe siècle dans ses recherches logiques. C'est une théorie qui, comme son nom l'indique, est formelle. Et elle se distingue de ce point de vue-là de la logique formelle. Ce sont des théories qui ont trait à la forme. Ok. La logique formelle pour Husserl a trait aux significations, à la forme des énoncés, si vous voulez, tandis que l'ontologie formelle, simplement comprise, a trait à la forme des objets. C'est une théorie de l'objet en général ou du quelque chose en tant que tel, dirait Husserl. Alors, ce n'est pas la seule ontologie que reconnaît Husserl, que reconnaissait Husserl. Il y a aussi ce qu'il appelle les ontologies matérielles. Ce sont des ontologies, par exemple, l'ontologie des objets étendus dans l'espace ou dans le temps, des maisons, tout ce que vous voulez. La différence entre ces deux types d'ontologie a trait aux catégories et aux lois qu'elles formulent. Le domaine formel est ancré dans ce que Husserl appelle des catégories formelles. Et il y a d'une part les catégories formelles qui ont trait à la signification, et d'autre part les catégories formelles qui ont trait aux objets. Les catégories formelles qui ont trait à la signification, c'est par exemple proposition, nom, etc., et les connecteurs logiques. Les lois formelles formulées par la logique formelle s'ancrent dans ces catégories. On peut dire que c'est les principes logiques habituels. L'ontologie formelle, elle, formule aussi des lois formelles, mais qui s'ancrent dans des catégories ontologico-formelles. Ces catégories sont différentes formes d'objets au sens le plus général possible, c'est très abstrait. C'est la catégorie reine d'objets, mais aussi celle, par exemple, des tas de choses, de relations, etc., etc. Et Husserl y inclut aussi le domaine des mathématiques, notamment les nombres, ou par exemple la notion d'ensemble. Ce sont des notions ontologico-formelles, des catégories sur lesquelles vous pouvez ranger différents types d'objets. Eh bien, l'ontologie formelle formule des lois qui s'ancrent dans ces catégories. Et à côté de ça, vous avez les ontologies matérielles qui formulent également des lois ontologiques qui s'ancrent dans des catégories matérielles. Donc je dis, ce serait par exemple, c'est les catégories relativement traditionnelles de la métaphysique. Je ne sais pas, je parlais d'objets spatial, du son, tout ce que vous voulez, tout ce qui a une teneur concrète. Alors, les lois ontologico-formelles, disais-je, sont ancrées dans les catégories ontologico-formelles,
Et plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont analytiques pour Husserl, alors que les lois ontologico-matérielles sont synthétiques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une loi est analytique? Ça veut dire qu'elle ne dépend pas de la teneur concrète des termes qui y sont exprimés. Je vais vous donner un exemple de loi ontologico-matérielle, ça fera peut-être mieux comprendre la distinction. Par exemple, on ne peut, une couleur particulière, je ne sais pas, le beige de ce pupitre, ne peut pas exister sur la surface recouverte par cette couleur. Il y a une dépendance ontologique entre la couleur et l'étendue. Alors, je peux faire ça pour différentes couleurs. Je pourrais dire que le bleu de ce siège ne peut pas exister sur la surface qui recouvre. C'est une loi. Mais on peut faire varier les différentes couleurs, mais il y a une limite à cette variation. La règle générale, c'est qu'une couleur, de manière générale, ne peut pas exister sans une étendue recouverte par cette couleur. La loi que je formule est ancrée dans la nature même de ce que c'est être une couleur et être une étendue. Pas de couleur sans étendue, pas d'étendue sans couleur. C'est limité. Il faut comprendre ce que c'est la nature de couleur et d'étendue. Les lois ontologico-formelles n'ont pas cette limitation. Elles valent pour toutes les catégories ontologico-matérielles. Elles vaudraient pour les chaises, les tables, les êtres humains, même a priori les concepts, enfin tout ce qui est possible. Elles sont transversales à la teneur concrète. Je vais vous donner un exemple. Une relation ontologico-formelle, une catégorie importante des relations ontologico-formelles pour Husserl est la relation de partie à tout. C'est celle qui est la plus étudiée aujourd'hui dans l'ontologie formelle. C'est un domaine très étudié en métaphysique analytique. On essaie de trouver des lois ontologico-formelles qui ont trait à cette relation particulière qui est celle de partie à tout. Et donc, par exemple, ma main est une partie de mon bras, mais je peux aussi dire que si ma main est une partie de mon bras est une partie de mon corps, alors ma main est une partie de mon corps. Il y a une transitivité de la relation de partie à tout. Alors là, je l'ai formulé de manière concrète, en utilisant les concepts de main, bras et corps. Mais en fait, je peux formuler ça pour n'importe quel objet. Je peux dire que si X est une partie de Y, et Y est une partie de Z, alors X est une partie de Z. Et ça, peu importe ce que sont X, Y et Z. C'est en ce sens que cette loi est, dit Husserl, analytique, ou si vous préférez, formelle. Alors, la logique formelle formule, elle aussi, des lois qui valent peu importe la teneur concrète des propositions. Je ne sais pas, donc on pourrait tout à fait avoir un analogue de la transitivité, si P alors Q, et si Q alors R, donc si P alors R, la transitivité du conditionnel matériel. Ici, peu importe ce que désigne ou signifie plutôt les propositions P, Q, R. Il y a donc une sorte d'étroite affinité, semble-t-il, entre l'ontologie formelle et la logique formelle. Affinité qui tient en fait que ce sont deux branches, deux parties du domaine formel, en général. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette affinité est plus forte que celle que je viens de dire? Est-ce que c'est simplement deux disciplines qui sont unifiées sous la notion de forme? Eh bien, Husserl le soutient que oui. Il soutient que les lois logico-formelles sont corrélées aux lois ontologico-formelles. On peut, partant de lois de la logique, aboutir à des lois ontologico-formelles. Cette dépendance semble relativement évidente parce que pour Husserl, notre accès aux objets, et donc à ce dont traite l'ontologie formelle, passe par la signification, par le logique. Je dois viser un objet significativement au moyen d'un mot, si vous voulez, mais on peut se passer de mots, au moyen d'une visée significative pour accéder à l'objet. Et éventuellement, ma visée rencontre quelque chose ou pas, mais il faut en passer par la signification de manière générale pour arriver à l'objet. Eh bien, ça implique, selon Husserl, qu'il y ait un passage des lois logico-formelles aux lois ontologico-formelles. Donc on devrait avoir la possibilité de trouver les correspondants de lois logico-formelles dans des lois ontologico-formelles. Alors, cette possibilité de passer de différents types de lois au principe est aussi soutenue par le fait que les catégories dans lesquelles s'ancrent ces lois sont corrélées également. Donc j'avais dit, les lois formelles sont ancrées dans des catégories dites de signification. Ce sont celles de proposition, de nom ou de prédicat. Eh bien, Husserl soutient que les catégories ontologico-formelles viennent la plupart du temps
de ces catégories logico-formelles. Elles en sont dérivées d'une certaine manière. Si nous reconnaissons la notion d'état de choses, cette forme d'entité complexe qu'est l'état de choses, c'est parce qu'avant, il y a les propositions. Quand je dis « ce pupitre est brun », correspondrait à cette phrase « l'état de choses que le pupitre est brun ». Donc je pourrais dériver de la catégorie logique, si vous voulez, de proposition, celle ontologique d'état de choses. Celle de nom, à l'évidence, renvoie à celle d'objet. Socrate renvoie à l'objet Socrate. Celle de prédicat à celle de propriété, de relation, ou ce que j'appellerais parfois caractéristique. Alors, on peut continuer, donc on a des catégories relativement évidentes, mais il y a aussi les connecteurs entre les différentes catégories de signification. Donc, je peux former deux noms à partir de la disjonction, ou deux propositions à partir de la disjonction propositionnelle, de cette manière-là. Et, selon Husserl, en fait, le fait que je dise le verre ou la bouteille me permet de comprendre qu'il y a aussi un corrélat ontologique qui serait la somme méréologique, la fusion, si vous voulez, de ce verre d'eau et de cette bouteille. Donc, corrélé à... Pourquoi c'est tout petit ? Bon, ça apparaissait correctement chez moi. Donc normalement, la fusion méréologique, on note ça avec un plus. Donc j'aurais d'une part le nom complexe formé de ce verre d'eau ou cette bouteille, et puis l'objet lui-même qui serait la somme des deux. Et puis on peut faire ça aussi avec la conjonction, et on obtient ce qu'on appelle le produit méréologique, l'objet formé de toutes les parties que les deux objets A et B ont en commun. Alors, il y a certains endroits où Husserl soutient même que la copule, est, a une forme de corrélat ontologique. C'est moins clair, mais l'idée n'est pas inintéressante. C'est que quand je dis que A et B, par exemple, Socrate est blanc, ça renvoie, c'est n'importe quoi, désolé, ça renvoie à une relation méréologique. Quand je dis que Socrate est blanc, le corrélat ontologique de ceci, c'est la caractéristique de blancheur, la caractéristique individuelle qu'il y a sous la peau de Socrate, pas totalement blanc d'ailleurs, mais la caractéristique individuelle qui échoue à Socrate est une partie de cet objet, de cette substance qu'est Socrate. Donc on voit les catégories logiques se retrouvent au niveau ontologique, ont un correspondant. Du coup, ça légitime l'idée qu'il y aurait un passage des lois qui lient ces catégories du niveau logique au niveau ontologique. Et c'est bien ce que soutient Husserl dans ce passage des idéal 1. L'ontologie formelle est une théorie développée par le premier Husserl, celui des recherches logiques, au tournant du 19e et du 20e siècle. Mais c'est une théorie qui parcourt toute sa philosophie, même après le tournant transcendantal. Bon, je me limiterai ici au premier Husserl, et je vais très rapidement passer à d'autres auteurs. Donc il dit ici, toute loi logique, toute loi logico-formelle peut être tournée de façon équivalente dans une loi ontologico-formelle. C'est très intéressant. Donc je vais essayer de la contester. Enfin, je vais contester un aspect, me semble-t-il, qui doit découler de cette thèse. Mais voyons comment ça peut fonctionner. Prenons le principe logique de non-contradiction tel que Husserl le formule. S est P et S n'est pas P. Socrate est blanc et Socrate n'est pas blanc, n'est pas vrai. C'est un principe classique de la logique formelle, une formulation ici sémantique. Et qu'est-ce que ça nous donnerait au niveau ontologique? Ben, simplement un principe ontologique de non-contradiction qui dirait il n'existe pas d'état de choses de la forme S est P et S n'est pas P. On ne peut pas avoir ces deux états de choses en même temps, ce n'est pas possible. Il y a une exclusion au niveau ontologique. Et on voit bien la transposition. De même, on pourrait transposer la loi logique au niveau des états de choses, mais on peut la faire transposer à d'autres catégories. La formulation plus classique, en tout cas depuis Łukasiewicz, un logicien polonais, du principe ontologique de non-contradiction porte moins sur les états de choses que sur les objets et leurs propriétés caractéristiques. On prendrait dès lors cette forme suivante. Il n'existe pas d'objet qui à la fois possède et ne possède pas la propriété ou caractéristique P. Voilà. Donc on voit comment on passe du niveau logique au niveau ontologique. Je vais donner un autre exemple. La transitivité, ici si A est B et B est C, alors A est C, est vrai, qu'on pourrait transposer au niveau ontologique en théorie des ensembles. Par exemple, si l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B et que l'ensemble B est inclus dans l'ensemble C, alors A est inclus dans l'ensemble C. Pour Husserl, la théorie des ensembles n'est pas une théorie logique, c'est une théorie ontologique, comme en fait toutes les théories qui ont trait à la mathématique formelle.
mathématiques non appliquées, si vous voulez. Si on accepte la géométrie, mais c'est discutable. Alors, on pourrait reprendre l'idée de l'analogie entre la copule et la relation de partie à tout, et transposer la relation, enfin la transitivité à la relation de partie à tout. Donc si C est une partie de B et B est une partie de A, alors C est une partie de A. Par exemple, si la couleur, la caractéristique de couleur est une partie de la caractéristique de blancheur, et que la caractéristique de blancheur est une partie de Socrate, alors la caractéristique de couleur est une partie de Socrate. Vous voyez, il faut ici un tout petit peu intervertir pour obtenir la convertibilité. Ce n'est pas direct, ce n'est pas tout à fait le même ordre. Alors, continuons. Prenons le principe d'identité, A et A. On pourrait avoir de nouveau au niveau méréologique. Désolé. La réflexivité méréologique, le fait que toute partie est une partie d'elle-même, au sens où, ici on parle de la partie non au sens propre. Par exemple, ma main est une partie de mon bras, c'est une partie impropre, elle n'est pas identique à mon bras. Donc on peut parler aussi d'une relation de partie plus générale, au sens où A est une partie de B, si A est une partie propre, donc distincte du tout, ou identique à ce tout. Et donc en fait, cette transposition ontologique du principe d'identité, finalement, revient à la réflexivité de l'identité, qui est aussi, pour Husserl, l'identité est une relation ontologico-formelle et non logico-formelle. La question de l'appartenance de l'identité à la logique ou non étant discutée, ici, il semble clairement que c'est une relation entre des objets, et donc on l'a fait échoir au domaine ontologique. Bien, voilà pour comment on pourrait transposer des lois logiques au niveau ontologique. Husserl nous dit, se pose la question de est-ce que toutes les lois ontologico-formelles ne sont obtenues que par dérivation de lois logiques? Eh bien non, il dit qu'il y a un débordement de l'ontologico-formel par rapport au logico-formel. En fait, la question de la relation entre les deux est très complexe. Il l'étudie en détail dans logique formelle et logique transcendantale, ce n'est pas mon sujet ici, ça nous demanderait de rentrer dans des détails de phénoménologie, de phénoménologie transcendantale, ce que je vous épargne. Mais la thèse est intuitive qu'il y a des principes, des lois ontologico-formelles qui ne se réduisent pas à des lois logiques. Et notamment, dit-il à la fin du passage, toutes les lois qui ont trait à la mathématique formelle. Mathématique formelle qui comprend les différents domaines de la mathématique, je ne sais pas, l'algèbre, l'analyse, etc., sauf la géométrie. Eh bien, on comprend assez bien que les lois de l'arithmétique, on ne voit pas tout à fait directement comment elles sont des transpositions de lois logiques, même si on pourrait dire que, si vous êtes logiciste, qu'on peut réduire les lois de l'arithmétique à des lois logiques, ce ne sont pas des transpositions directes, elles ne sont pas corrélées, vous ne les avez pas obtenues de cette manière-là, c'est une autre question. Alors, moi je propose 2-3 autres exemples qui n'ont pas trait aux mathématiques, qui sont plutôt parlants. Par exemple, si on est de nouveau en méréologie, il y a ce qu'on appelle le principe d'extensionnalité méréologique, qui dit que si vous avez un objet qui est une partie d'un autre, eh bien le tout B a une partie distincte de sa partie A. Voilà. Par exemple, si ma main est une partie de mon corps, eh bien tous les restes des parties de mon corps sont des parties distinctes de ma main. Il faut qu'il y ait quelque chose qui reste. On peut aussi prendre cette loi qu'on rencontre parfois en métaphysique contemporaine, je ne sais pas si je vais formuler de cette manière-là, qui nous dit, le petit carré avec l'indice, c'est l'opérateur de nécessité essentielle, qui dit qu'il est dans l'essence du singleton A, le A entre accolades. Il est dans l'essence du singleton A que s'il existe, alors A existe également. Donc par exemple, le singleton Socrate, l'ensemble qui ne contient que Socrate, ne peut pas exister si Socrate n'existe pas. A l'inverse, on a envie de dire que Socrate, lui, peut tout à fait exister sans son singleton. C'est ce qu'on appelle la relation de dépendance ontologique entre un singleton et son unique élément. Cette loi, a priori, ne dérive pas de la logique formelle, en tout cas pas de manière évidente, d'autant plus ici formulée avec un opérateur d'essentialité. Mais peut-être que certains me contesteront là-dessus, j'espère. Alors, ma question, donc, que je veux examiner dans la seconde partie, est de savoir si toutes les lois ontologico-formelles obtenues par conversion des lois logico-formelles ont-elles une validité universelle. Donc j'admets qu'il y ait des lois ontologiques qui sont dérivées de lois logiques. J'admets par ailleurs, avec Husserl, qu'il y a des lois ontologico-formelles qui ne dérivent pas de lois logiques. La thèse de Husserl est que ces lois ontologiques
qui sont dérivées de lois logiques ont une forme de validité universelle. Je l'avais dit, elles valent peu importe la teneur concrète de ce qui est exprimé dans ces lois et principes. Du coup, on a envie de transposer la validité universelle au niveau logique au niveau ontologique. On a envie de dire que si les lois logiques valent peu importe la signification concrète des propositions qui y sont contenues, les lois ontologico-formelles valent peu importe la signification concrète des termes, des tas de choses, etc., qui sont contenus, la teneur concrète. Alors, je pense que cette thèse est correcte, mais on a envie tout de suite de l'interpréter d'une certaine manière, à savoir que ces lois valent pour tous les objets. Je pense que ce sont des lois qui sont indépendantes de toute teneur concrète, qui ne font lier que ce qu'on peut appeler des concepts formels, ce sont d'objets, des tas de choses, liés avec des connecteurs logiques, mais je pense que cette indépendance par rapport à la teneur concrète n'implique pas que ces lois valent pour toutes les catégories d'objets. Elles sont, à mon sens, transversales aux catégories matérielles d'objets, mais pas à d'autres catégories que j'appellerais existentielles. Je pense que l'universelle validité des lois ontologico-formelles dérivées des lois logico-formelles tombe si vous acceptez de reconnaître qu'il y a différents modes d'être. Husserl ne reconnaît qu'un seul mode d'être. Il n'y a qu'une seule manière de dire que les choses existent. Du coup, sa thèse fonctionne d'une certaine manière, on le verra. Si vous acceptez qu'une seule catégorie d'existence, qu'une seule manière d'être, les lois ontologico-formelles valent assez simplement, assez évidemment, pour tous les objets. Mais à partir du moment où vous reconnaissez différentes manières d'exister, vous pouvez distinguer, restreindre plutôt la validité des lois ontologico-formelles suivant le mode d'être de ces objets. Alors, autrement dit, quels sont les modes d'être, donc les manières d'exister? Le mode d'être classique, c'est le mode d'être réel, le mode d'être des choses dans le temps. Et puis il y a le mode d'être idéal, celui des nombres et des formes géométriques, c'est le mode d'être en dehors du temps. On peut aussi en reconnaître d'autres. Alors je vais examiner justement la position de deux auteurs sur la validité des lois ontologico-formelles dérivées de lois logico-formelles relatives à différentes catégories qu'on distinguera suivant leur mode d'être. Et je vais commencer, comme il se doit, par Meinong, l'élève de Brentano, tout comme Husserl. Alors Meinong distingue deux catégories d'objets, développe une luxuriante, abondante et fantastique théorie de l'objet, dans laquelle il y a une innombrable distinction entre différents types d'objets, mais une des principales est ce qu'on appelle la distinction entre objet complet et objet incomplet. Il y a tout d'abord les deux types d'objets dont j'ai parlé qui se distingueraient par le mode d'être réel et le mode d'être idéal, donc les objets réels et les objets idéaux. Pour Meinong, ces objets ont de l'être. Ils existent d'une certaine manière, de manière différente, mais ils existent. Et si on existe, pour Meinong, si on a de l'être, alors on est forcément complet. Ça veut dire qu'on est déterminé à tout égard. Je vais préciser dans 2 secondes ce que ça veut dire. Mais à côté des objets complets, il distingue également des objets incomplets. Des objets qui ne sont pas déterminés à tout égard. En particulier, selon lui, les objets qui n'ont pas d'être, qui n'existent en aucun sens du terme, sont incomplets. C'est par exemple le cas des objets impossibles. Le cercle carré est incomplet. Mais il y a aussi des objets indéterminés eu égard à l'être qui ni n'existent, ni n'ont de l'être, ni n'ont du non-être, dirait-il. On va préciser ça un peu. Eh bien, dans ce cas-ci, certains sont indéterminés eu égard à l'être et sont incomplets. Mais qu'est-ce que ça veut dire être incomplet? Ça veut dire ne pas satisfaire le principe ontologique du tiers exclu. Le principe logique du tiers exclu vous dit, si vous avez la proposition P, vous avez P ou la négation de P. C'est un principe logique important, mais qui peut être contesté en logique. Mais ici, je ne discuterai pas de ça. Je m'intéresse au niveau ontologique. Si on transpose au niveau ontologique, on dit de toute propriété qu'un objet O la possède ou ne la possède pas. Socrate possède la propriété ou caractéristique de blancheur ou ne la possède pas. Dans cette version, Meinong relève une ambiguïté sur la négation. Ce principe n'est pas acceptable comme tel. Pour pouvoir réellement le discuter, il faut désambiguiser la négation. Il faut savoir sur quoi elle porte. Ici, on ne sait pas très bien si le ne pas porte sur la propriété ou sur la proposition O possède P. Est-ce que c'est la proposition l'objet O possède la propriété P qui est liée,
ou la propriété elle-même que possède O qui est nié. On aboutit, si on fait cette désambiguation, à deux principes différents. D'une part, un principe dans lequel la négation est restreinte, elle ne porte que sur la négation, et ce principe dit O possède la propriété P ou possède la propriété non P. Par exemple, il possède la propriété de blancheur ou la propriété de non-blancheur, la propriété complémentaire. Et dans la version étendue, O possède P, où il n'est pas le cas que O possède P, la négation porte sur la proposition O possède P. Pour Meinong, la version restreinte, si vous voulez, du principe ontologique du tiers exclu, c'est celle qui pose problème. La version étendue ne pose pas de problème. Tous les objets la satisfont. Par contre, les objets incomplets sont incomplets précisément parce qu'ils ne satisfont pas la version restreinte du principe ontologique du tiers exclu. Ça veut dire que pour ces objets, parce qu'ils sont indéterminés eu égard à certaines propriétés, ni ils ne possèdent la propriété, ni la propriété complémentaire. Par contre, les objets réels et idéaux, eux, satisfont toujours ce principe. Socrate est blanc ou n'est pas blanc. Il possède la propriété de blancheur ou la propriété de non-blancheur. En revanche, le cercle carré, est-il rouge ou non rouge? J'ai envie de dire que ce n'est pas pertinent. Il ne possède ni l'une ni l'autre, aucune des deux propriétés complémentaires. Il est incomplet. Alors, on discute souvent parmi les objets incomplets des objets contradictoires comme le cercle carré. Mais il y a des endroits où Meinong discute aussi de ce que j'appellerais les idées, en reprenant le vocabulaire d'Ingarden et qu'on trouve parfois chez Meinong. Ces idées sont conçues au sens d'objets généraux. C'est une conception un peu particulière de ce que sont les idées. Donc, par exemple, l'idée du triangle en général, les idées sont des objets qui subsument un certain nombre d'autres objets. Par exemple, le triangle en général subsume tous les triangles particuliers, tous les triangles individuels, par exemple, tous les triangles équilatéraux, isocèles, etc. Les triangles individuels tombent sous l'idée de triangle en général. Alors, ce sont des objets généraux parce qu'ils ont la propriété 2 qui dit que les objets généraux possèdent toutes les propriétés communes à tous les objets qu'ils subsument. Et normalement, uniquement celle-là. Et ça, c'est plus compliqué. Si vous prenez le triangle, il possède la propriété d'avoir 3 angles parce que tous les triangles individuels ont 3 angles. Par contre, il ne possède pas la propriété d'être équilatéral parce que certains triangles individuels ne sont pas équilatéraux. De même, il ne possède pas la propriété de non-équilatéralité. Je vais accélérer pour... Alors, donc les objets généraux, comme les objets impossibles, sont des exemples d'objets incomplets. Si vous acceptez la définition de Meinong, le problème est que certains objets généraux vont posséder des propriétés qui semblent attribuées aux objets individuels qui tombent sous eux. Par exemple, si on accepte que le triangle possède toutes les propriétés possédées par les triangles individuels, les triangles individuels étant individuels, le triangle général devrait lui-même être individuel. Et on peut faire ça dans l'autre sens. Si le triangle général est général ou idéal, ben, tous les triangles individuels devraient eux-mêmes être généraux. Il semble y avoir un problème. On peut... Ah, magnifique. Bien, j'avais une démonstration pour le problème posé par cette chose, mais je pense que vous avez compris. Hein. Si on accepte que le triangle général soit général, c'est un peu dans sa définition, et que tous les objets individuels ont les propriétés du triangle général, ils doivent être à la fois général et individuel. Contradiction. On peut faire ça dans les deux sens. Alors, il y a une solution meinongienne à ce problème, c'est la distinction entre deux types de propriétés, ce qu'on appelle les propriétés nucléaires et extranucléaires. Par exemple, la généralité, l'individualité, l'existence sont des propriétés extranucléaires. Le fait d'avoir 3 angles, c'est une propriété nucléaire. Les propriétés extranucléaires surviennent sur les propriétés nucléaires. Et l'idée est que le triangle en général ne possède que les propriétés nucléaires communes à tous les triangles individuels. L'individualité étant une propriété extranucléaire qui survient sur les propriétés nucléaires, le triangle général ne peut pas les avoir. De même pour la généralité vis-à-vis de l'individualité. Ça, c'est une solution classique qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les logiques néo-meinongiennes aujourd'hui, qui consiste à distinguer deux types de propriétés, qui ne sont pas possédées, deux types de propriétés.
Il y a une autre solution qui est la solution d'Ingarden, un disciple de Husserl, un disciple réaliste de Husserl, qui consiste à distinguer deux manières de posséder les propriétés. Il n'y a qu'un seul type de propriété ou de caractéristiques, elles sont idéales, et nous les concrétisons différemment suivant le type d'objet considéré. C'est une solution qu'on retrouve chez Zalta aujourd'hui, dans la distinction entre ce qu'il appelle exemplifié et encodé. Eh bien, je vais me tenir pour la fin, en essayant d'accélérer, à Ingarden. Ingarden a une solution similaire, sa solution permet d'échapper au problème dont je viens de parler pour le triangle général par rapport au triangle individuel. Mais elle implique différentes choses. Si on reprend les deux catégories d'objets incomplets dont j'ai parlé précédemment, les objets contradictoires et les objets idéaux. Les objets contradictoires sont, de manière générale, des objets que Ingarden appelle purement intentionnels. Ce sont des produits de la conscience. Et de ce point de vue-là, ils ont un mode d'être, ils existent. Ils doivent tout leur être à l'objet qui les a créés, par exemple moi, et ils sont créés. De même, les objets idéaux, les objets généraux existent, ils existent idéalement. Ces objets ont deux aspects, dit Ingarden. Ils ont deux faces. Ils ont une teneur et un contenu. Ils n'instancient pas, ne concrétisent pas forcément les mêmes propriétés dans leur teneur et dans leur contenu. C'est ce qui lui permet de trouver une solution à différents problèmes ontologiques, et notamment au problème des principes ontologico-formels que j'ai évoqués avant. Par exemple, si je prends un objet purement intentionnel, comme le cercle carré, mais un exemple plus simple serait Sherlock Holmes, si il a certaines propriétés, comme des détectives, d'habiter au 221 Baker Street, etc., il les a uniquement du point de vue de sa teneur. C'est ces propriétés qu'il a en vertu du fait que Conan Doyle lui les a conférées, et nous pouvons les découvrir en lisant les romans de Conan Doyle. Mais il y a aussi des propriétés qui ne sont pas dans sa teneur, qui sont dans sa structure. Ça, par exemple, la propriété de ne pas exister dans le temps. L'objet purement intentionnel que j'ai créé par l'esprit n'est pas mondain, on ne le rencontre pas à côté de nous. Il a la propriété d'être un objet créé, d'être un objet purement intentionnel. Ces propriétés ne sont pas les mêmes. Et si vous distinguez ces deux types de propriétés, enfin ces deux aspects, vous pouvez résoudre le problème que j'ai évoqué précédemment. Alors, je vais terminer. C'est le fait que, dans sa teneur, Sherlock Holmes possède certaines propriétés qui lui ont été conférées par Conan Doyle, a une conséquence. Sherlock Holmes ne possède que les propriétés que lui a données Conan Doyle. Par exemple, si je lis les romans de Conan Doyle, je ne sais pas si Sherlock Holmes, à moins qu'il y ait un holmiste plus expert près d'ici, je ne sais pas si Sherlock Holmes possède un nombre pair ou impair de cheveux. Du coup, il est indéterminé eu égard à la caractéristique de posséder un nombre pair ou non pair de cheveux, c'est-à-dire impair. C'est donc un objet incomplet, au même sens que Meinong. Il ne satisfait pas le principe ontologique du tiers exclu. Ingarden dit qu'il possède des lieux d'indétermination. Simplement, c'est des trous dans sa teneur. Il n'a pas ses propriétés ni la complémentaire. Alors, pourquoi je parle plutôt d'Ingarden que de Meinong? Parce que de ce point de vue-ci, on a l'impression que les théories sont les mêmes. Pour Meinong comme pour Ingarden, Sherlock Holmes ou le cercle carré sont des objets qui ne satisfont pas le principe ontologique du tiers exclu, ni le principe ontologique de non-contradiction, et qui possèdent des trous, ce que Ingarden appelle des lieux d'indétermination. Mais je pense que dans la position de Meinong, il y a quelque chose de relativement insatisfaisant, c'est le fait que, pour Meinong, le triangle ne satisfait pas le principe ontologique du tiers exclu également, mais est aussi indéterminé à certains égards. J'ai dit, le triangle en général ne possède ni la propriété d'être équilatéral, ni de non-équilatération. Il a l'air aussi de posséder des lieux d'indétermination. Et dit Meinong, dès lors, en plus, il est indéterminé eu égard à l'être. Il n'a ni de l'être, ni du non-être. C'est, à mon sens, assez insatisfaisant. La position d'Ingarden est un peu plus subtile. Elle consiste à dire que les idées possèdent, comme les objets purement intentionnels, une teneur et une structure, que ce ne sont pas forcément les mêmes propriétés qu'on retrouve dans les deux, que dans la teneur de l'idée de triangle en général, on retrouve toutes les caractéristiques communes au triangle individuel, et par exemple dans la structure du triangle en général, on trouvera la propriété d'être idéal, des choses comme ça. Mais le triangle, du point de vue de sa teneur, n'est pas incomplet au sens de Meinong. Il n'y a pas de propriété qui manque. Il fait une distinction, en fait, entre
deux types de propriétés qu'on retrouve au niveau de la teneur des objets généraux. Il y a, d'une part, ce qu'il appelle les variables et les constantes. Par exemple, dans l'idée de triangle, il y a forcément des choses que vous devez retrouver. Le fait que tout triangle ait 3 angles. Donc, dans la teneur du triangle en général, il y aura la caractéristique d'avoir 3 angles et d'avoir 3 côtés. Ce que doit posséder tout triangle. Et puis, il y a des caractéristiques qui, au niveau de la teneur, ne sont pas communes à tous les triangles. Et Ingarden dit, ce n'est pas qu'elles ne sont pas là. Il faut d'une certaine manière qu'elles soient là. Pourquoi? Parce que les triangles individuels tombent sous le triangle en général, sont d'une certaine manière déterminés. Et un triangle individuel a des côtés d'une certaine longueur. Mais le fait est que tous les triangles individuels n'ont pas les côtés de même longueur. Donc, le fait d'avoir un côté de 5 mètres ne peut pas être une constante. La constante, le fait que le triangle individuel, un certain triangle individuel, a la propriété d'avoir un côté qui mesure 5 mètres, se retrouve au niveau de la teneur d'un triangle général en tant que variable. Ingarden dit, dans la teneur du triangle général, on doit avoir la caractéristique de posséder une longueur déterminée. Tout triangle individuel doit posséder une longueur déterminée. Mais dans la teneur du triangle, c'est la seule caractéristique qu'il y a. Dans la teneur du triangle en général, on ne trouve ni la caractéristique d'avoir un côté qui mesure 5 mètres, ni la caractéristique complémentaire d'avoir un côté qui ne mesure pas 5 mètres. Mais on trouve la caractéristique variable, si vous voulez, d'avoir une longueur déterminée. Et pour Ingarden, cette caractéristique variable, c'est la possibilité de concrétiser, d'instancier au niveau d'un triangle individuel une certaine longueur. Voilà, ce n'est pas une concrétisation, une instanciation effective, c'est une concrétisation seulement possible. Donc du point de vue d'Ingarden, les objets généraux comme les objets purement intentionnels ne satisfont pas le principe ontologique du tiers exclu ni de non-contradiction, mais à la différence des objets purement intentionnels, les objets idéaux, enfin les objets généraux, pardon, possèdent des variables et des constantes. Et ils sont dans tous les cas bifaces. Donc on voit que suivant le mode d'être qu'on accepte, on doit restreindre la portée des principes ontologiques de tiers exclu, de non-contradiction, au niveau des objets purement intentionnels et généraux, en essayant de faire une distinction entre les deux. Et dernier point, la distinction d'Ingarden est intéressante aussi parce qu'elle permet de rendre compte de quelque chose d'intuitif, c'est que d'une certaine manière, on a envie de dire que ces objets satisfont les principes ontologiques du tiers exclu, de non-contradiction et même d'identité, me semble-t-il. Ils les satisfont du point de vue de leur structure. En tant qu'objet créé, c'est le cas. Quand Sherlock Holmes, en tant qu'objet créé, satisfait ces principes. En tant qu'individu qui navigue dans le monde créé par Conan Doyle, il ne se satisfait pas. Ingarden mentionne juste ce passage en passant, elle ne mentionne pas la question du principe d'identité, mais je pense que d'une certaine manière, ils doivent satisfaire le principe d'identité du point de vue de leur structure, mais pas du point de vue de leur teneur. Merci.